Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur la chaîne Twitch de Science et Avenir pour 1 heure et demie d'échange, comme on le fait traditionnellement maintenant depuis qu'on a lancé cette chaîne il y a combien de temps il y a plus d'1 an, il y a 1 an et demi. Science et Avenir, vous le savez, c'est le magazine de vulgarisation scientifique vénérable qui existe depuis 1947, mais depuis une dizaine d'années, c'est aussi un site web quotidien animé par les journalistes de l'équipe. On est une équipe de journalistes, une trentaine de journalistes. Ça se fait rare, donc à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis. Et on a ajouté, il y a de ça 1 an à peu près, à notre collection de médias, cette chaîne Twitch. Vous pouvez retrouver sur le site web de Science et Avenir l'intégralité des émissions qu'on a faites. On parle de tous les sujets possibles et imaginables. On a fait un direct sur les araignées, on en a fait un sur la matière noire, on en a fait sur les ondes gravitationnelles, on a fait à peu près sur tout. Non, tout, c'est pas vrai, mais enfin sur beaucoup de choses. Et cette semaine, on va parler du cerveau. On est avec notre invité Olivier Caïra. Je vais vous présenter Olivier, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de vous présenter Olivier, je vais dire un mot quand même. D'abord, moi, je suis Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir. On est avec mon collègue Arthur Langlois, qui est vidéaste à Science et Avenir, qui fait la régie de cette émission. C'est Arthur qui va pouvoir mettre en avant certaines de vos questions quand elles tomberont sur le chat. Mais donc cette semaine, on va parler du cerveau parce que c'est la semaine du cerveau. La semaine du cerveau, c'est un événement qui existe depuis 1999 et qui permet pendant une semaine, en vérité un peu plus, de mettre en avant des initiatives, des travaux de recherche, dans une démarche de vulgarisation scientifique pour mieux comprendre les neurosciences. Il y a plein d'événements qui sont organisés partout en France. Alors cette année, youpi, c'est le retour du présentiel. Les différents événements sont résumés dans l'article qui annonce sur Twitch, ce Twitch dans le papier de Science et Avenir. Et donc pour fêter la semaine du cerveau, on a ce rendez-vous avec Olivier Caïra. Alors Olivier, vous êtes maître de conférences en sociologie à l'université Paris-Saclay. Et vous avez aussi des activités dans l'édition, puisque vous avez écrit différents ouvrages, je crois qu'il y en a eu 5 en tout, et le dernier, qui est sorti en 2020 chez Georges Éditeur, ça s'appelle « Le cerveau comme machine », et c'est une exploration de la fiction et de la représentation dans le monde de la fiction, de la figure du génie, C'est une bonne façon de résumer votre démarche dans ce livre, Olivier. Alors déjà, merci de l'invitation. Oui, c'est un bon résumé. C'est-à-dire qu'il s'est agi de regarder plus en détail que ça n'avait été fait jusque-là, parce qu'en fait, il y avait très peu de travaux sur la question, la manière dont on dépeignait l'intelligence extrême et surtout la prolifération de ces personnages-là depuis essentiellement les années 80, et puis ça accélère de plus en plus. On en voit maintenant dans quasiment toutes les séries et dans énormément de films. Alors, on va saluer les quelques commentaires qu'on a. Je vois Nerovdel qui nous dit bonjour. Ah oui, bien sûr. Alors, le livre. Machine, principalement parce qu'on a eu une chance énorme, c'est qu'il a été préfacé par Barry Levinson, donc le réalisateur notamment de Rain Man, donc qui nous a fait l'amitié de répondre à plusieurs questions sur ce sujet. J'évoquais The Imitation Game, le film sur la vie de Turing, en tout cas sur l'épisode particulier d'Enigma. Arthur nous a trouvé la bande-annonce, on va regarder quelques images. Alors c'est Dr Strange en personne, passablement décavé, qui joue le rôle de Alan Turing. Et ce film, il est sorti en 2014, si je me souviens bien. Il raconte quoi, Olivier? C'est un épisode réel, un épisode historique. Alors c'est un film qui se déploie sur 2 temporalités. En fait, il y a à la fois tout ce qui s'est passé pendant que Turing a mené donc ses travaux pionniers sur les machines
Et donc, hop, on redémarre avec le casque. C'est toujours bon? C'est bon pour moi, ouais. Ouais. Ok. Donc, on a à la fois tout ce qui se passe dans l'équipe donc de Bletchley Park, l'invention de l'ordinateur, littéralement, dans le travail donc, qui consistait à décoder Enigma, hein, le code secret des nazis, et puis Oui, il faut dire, Olivier, qu'Enigma, hein, c'est cette machine de cryptage hein, qui permettait Oui, tout à fait. aux nazis de taire les coordonnées de leur bâtiment. Exactement. Et ce que faisait Turing à ce moment-là était sans équivalent, c'est-à-dire qu'on avait besoin de cet homme qui était complètement en marge de la recherche par ailleurs, parce que l'armée n'avait aucun autre profil pour arriver à entrer dans la logique d'Enigma. Donc Turing se retrouve dans cette équipe, hein, a des relations très, très orageuses hein, avec les autres experts, notamment le champion d'échecs qui est joué par Matthew Goody, et va imposer ses propres méthodes contre l'institution, contre la hiérarchie militaire. Et puis il y a un deuxième volet du film qui est passionnant, qui est l'enquête a posteriori, donc sur ce qu'il faisait pendant la guerre et le destin tragique de cet immense chercheur, puisque il a été poursuivi hein, par les autorités britanniques, notamment pour son homosexualité. Oui, alors destin tragique qui est rappelé par un de nos internautes, hein, Vindarion, qui dit après les incroyables services rendus, Turing a été condamné par le gouvernement anglais pour homosexualité et forcé à prendre des hormones, une vraie monstruosité. Il a été poussé au suicide, Turing. Oui, enfin les circonstances de sa disparition sont pas très détaillées dans le film, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit tout son travail scientifique à travers son entretien avec cet enquêteur qui va le pousser effectivement à cette d'abord à ce traitement hormonal qui est une abomination, et puis à cette mort très très prématurée. Ouais. Alors, le film fait partie de ceux qui sont traités dans votre ouvrage. Olivier, peut-être vous pourriez nous remontrer la couverture parce que dans l'effervescence un petit peu chaotique de notre lancement, on l'a sans doute pas bien vu. Il faudrait le reculer un peu. Le cerveau comme machine. Donc, c'est un livre qui est sorti en 2020 et qui reprend plusieurs centaines d'ouvrages de fiction. Hein. Je crois qu'il y a 200 films. Il y a un bon gros paquet hein, quand même. Hein. Alors, on a 200 films et une centaine de séries qui sont cités à divers titres, hein, puisque, bien entendu, on n'a pas toujours des génies ou des surdoués qui occupent le premier rôle. Ils sont parfois dans des positions très, très périphériques. Et donc, ça va de films comme Imitation Game ou Un homme d'exception ou Rain Man jusqu'à Scooby-Doo 1 et 2, puisqu'on a la figure, par exemple, de Velma Dinkley, hein, qui est présentée vraiment comme une surdouée. Et l'intérêt, justement, c'est de voir comment cette figure de l'intelligence extrême navigue aujourd'hui dans quasiment tous les genres de la fiction. Alors qu'auparavant, on en voyait, jusqu'aux années 80, en gros, on en voyait dans la science-fiction et dans le polar d'investigation. C'était en gros soit le capitaine Nemo, soit Sherlock Holmes, le génie. Et aujourd'hui, au contraire, on a une diversification incroyable de ces profils. Alors, on va faire un petit coucou à Shura70 qui nous salue et qui nous dit qu'il nous écoutera plus tard. Donc, effectivement, les directs sont tous à retrouver sur le site web de Science et Avenir, hein, sur notre onglet vidéo. On a la page YouTube aussi de Science et Avenir dans laquelle on verse tous ces contenus. Alors, comme vous l'avez dit, Olivier, les génies sont représentés dans différents types de fiction. Plus de maudits sont souvent caricaturés dans les films. En tout cas, il y a des films qui sont inspirés de faits réels, comme celui consacré à Turing. On va parler un peu de ça peut-être dans un premier temps. Mais avant, je voulais vous poser une colle, Olivier,
Alors, c'est pas un piège, parce que je suis sûr que vous avez trouvé. Ben, j'ai différents totems sur mon bureau. Bon, j'en ai un qui a rien à voir avec notre histoire, c'est le tueur de Massacre à la tronçonneuse. Mais celui que je voulais vous montrer, c'est celui-là, là, pour la représentation des génies. Ah oui, c'est un cerveau sous cloche. Oui, je sais pas si ça vous rappelle pas quelque chose? Ça me rappelle Mars Attacks, mais c'est pas exactement Non, ça. c'est pas celui de Mars Attacks. C'était un génie dans un dessin animé des années 80. Ah oui, Alors, alors je là, sais pas si nos internautes, le connaissent. Alors, je vais pas dire ce que c'est. On verra s'il y en a un qui met le bon nom dans les commentaires. Hein, voilà, professeur Simon dans Capitaine Flamme. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Avec Terre, la voix de Dominique Paturel, celui que le un gouvernement grand acteur intercepte. qui vient de disparaître d'ailleurs à 90 ans, qui est une voix qu'on a entendue un peu partout, qui faisait Terence Hill notamment. ouais. Il y a un champ énorme dans le film d'animation. Et Ah, c'est le vrai, voilà. Hein. c'est un domaine qui serait passionnant aussi à creuser. Toutes les figures de la représentation d'intelligence dans le film d'animation, on en a énormément chez Pixar, on en a énormément dans la fiction japonaise, coréenne, etc. Et c'est pas faute d'intérêt, c'est faute de temps qu'on n'a pas traité ça aussi dans le livre. Alors revenons sur nos films historiques ou à connotation historique. On a parlé de Turing et The Imitation Game. Il faut préciser que Turing a été, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il a été réhabilité, c'est-à-dire que le Premier ministre Gordon Brown, il y a quelques années, Gordon Brown, ça veut dire avant Theresa May, qui elle-même était avant Boris Johnson, c'est que somme toute assez récemment a fait a formulé les excuses au nom de l'État britannique pour le sort qui avait été celui d'Alan Turing. Donc Ouais. c'est une histoire qui a continué à avoir une certaine forme d'actualité. On peut comparer ce film à un autre film britannique qui reprend une grande figure de l'histoire des sciences, c'est le film L'homme qui défiait l'infini, hein, sur Ramanujan. Et Oui. très court séjour de cet immense mathématicien indien au Royaume-Uni, puisque Oui. il a été emporté très vite, je crois, par la tuberculose. Et ce qui est passionnant, c'est que on le montre aux prises avec les mathématiciens britanniques de son époque, et notamment avec des figures qui ont aussi grandement marqué l'histoire intellectuelle, des Bertrand Russell, et tout le mouvement pacifique, hein, puisqu'il arrive, tout le mouvement pacifiste, pardon, il arrive pendant la Première Guerre mondiale, alors que au départ tout le monde pense que c'est une blague. Quand il envoie ses écrits au Royaume-Uni, on voit les différents mathématiciens de l'époque qui viennent se voir les uns les autres en disant qu'est-ce que c'est que cette blague, qu'est-ce que c'est que ce texte, etc. Et en même temps, tout le monde voit que c'est totalement révolutionnaire, et on finit par faire venir Ramanujan pour vraiment l'amener à travailler les maths comme on les travaille en Occident, ce qui va être aussi très problématique pour lui, parce qu'il voit ces résultats, mais l'idée de les démontrer, de les publier, lui est totalement étrangère. Mm-hmm. C'est souvent ce qui est passionnant avec ces personnages de surdoués historiques, c'est que on n'oserait pas créer ça dans un scénario de fiction pure. On se dirait non, ça, c'est pas crédible. Mm-hmm. Alors que voilà, l'histoire dépasse très souvent la fiction, et les contraintes que font peser ces esprits d'exception sur les institutions, qui ont leur routine, qui ont leurs horaires. Hein. On a toujours des génies qui travaillent à des heures pas possibles, qui ne respectent aucune règle. C'est passionnant à suivre. Voir aussi un homme d'exception, de Ron Howard, Oui. qui était centré donc sur la figure de John Nash, donc là aussi grande figure, prix Nobel d'économie, et grande figure donc, du raisonnement mathématique. Alors, il y a Bombadel qui demande les génies sont plutôt du côté inné que acquis, alors dans la représentation au cinéma, peut-être. Non, en fait, c'est très variable. C'est
c'est ce qui m'intéressait. J'ai intitulé l'introduction 50 nuances de matière grise, à la fois parce que je peux pas résister à un mauvais jeu de mots et parce que il y a Ouais, il est bien une celui-là. merci. Il y a une volonté de ne pas dire finalement il y a un portrait robot du génie et puis on s'arrête là. Au contraire, ce qui est passionnant, c'est que certes il y a de la caricature, hein, Plumeau a raison. Dès lors qu'on doit résumer la vie de quelqu'un en 1h30, on est obligé de passer par de la caricature. Mais il y a en même temps une certaine volonté de différencier les profils. C'est très net dans ce que j'appelle les fictions à sur deux multiples, c'est-à-dire typiquement une des images que vous avez retenues en fond d'écran, Scorpion, hein, cette série qui est inspirée du parcours de Walter O'Brien, donc qui est un surdoué tout à fait réel. Il aurait été flashé à 197 de QI. Est-ce que c'est ça le place à un certain niveau d'exception qui fait qu'on l'a fait venir effectivement pour construire une série autour de lui, et il construit une équipe de génies ou de surdoués spécialisés. Et donc on en a qui sont spécialisés dans les nombres, d'autres qui sont spécialisés dans le mentalisme, d'autres qui sont spécialisés dans la mécanique, et ça oblige donc à ne pas être dans la caricature, ou en tout cas à diversifier les stéréotypes. On a quelques images là. Ouais, on a notamment, on a vraiment la figure de Linné avec la figure du gamin, hein, qui en plus vient d'un milieu plutôt populaire. On l'a pas spécialement encouragé à développer des capacités intellectuelles de très haut niveau. Et parallèlement à cela, on va avoir des figures de surdoués besogneux, on va dire. Le plus connu, c'est Bruce Wayne. C'est-à-dire un enfant relativement ordinaire jusqu'à l'assassinat de ses parents dans Gotham City, et à partir du moment où il entre dans l'obsession d'éclaircir, d'élucider le mystère de la mort de ses parents et de gagner la justice dans la ville, il va se mettre à travailler à la fois son corps et son esprit avec un acharnement incroyable, qui fait que dans la plupart des versions de Batman qu'on lui connaît, il a un QI absolument stratosphérique, et il est capable de générer un antidote pour un poison en quelques heures. Il est capable de craquer quasiment tous les codes, c'est-à-dire qu'il se hisse par une volonté pure et par une discipline de tous les jours au niveau d'autres figures de l'univers de Gotham City qui sont plutôt présentées comme des génies innés. Typiquement Edward Nygma, l'homme mystère, le Riddler, qui lui n'est pas présenté comme un gros bosseur, mais simplement comme quelqu'un qui a des capacités intellectuelles hors du commun, vraisemblablement de façon innée. Alors, Olivier, puisque vous nous faites faire un crochet par Gotham, on peut préciser que vous avez aussi une activité importante et chère à votre cœur, c'est à vous travailler dans l'univers des jeux de rôle, et vous êtes notamment en train de travailler à un jeu de rôle sur Batman, hein, une licence officielle. Vous travaillez avec les équipes de Warner. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il sort quand? Alors ce jeu va être en campagne de financement participatif, donc sur Kickstarter, en mai prochain. Donc là, c'est vraiment une question de semaines. On peut suivre l'actualité de ce jeu donc sur le site des éditions Monolith. Et c'est un projet qui court depuis 2 ans. Hein. C'est assez incroyable d'ailleurs qu'on ait pu, avec un éditeur français, travailler sur cette licence. On travaille dans les 2 langues depuis 2 ans. Et l'objectif, c'est de proposer de jouer quasiment tous les habitants de Gotham depuis Batman lui-même. Ça a été un des premiers scénarios qu'on a mis en ligne, jusqu'à des flics de base, sans pouvoir extraordinaire, sans capacité hors du commun. On a un jeu qui permet de jouer à 3 niveaux différents et d'évoluer dans la Gotham qu'on a envie de visiter, en fait, parce qu'il y a tellement de versions de cette ville que on peut choisir en fait de la mettre un peu à ses couleurs, de la jouer dans le genre de fiction qu'on a envie de pratiquer aussi.
Alors, il y a Bombadil qui demande s'il y a beaucoup de génies méchants dans les films, alors comme le Joker, justement. Je sais pas trop si le Joker fait partie des génies, mais enfin bon, ça, chacun peut avoir son avis Alors, là-dessus. Les génies méchants, oui, alors c'est Lex Luthor, quoi, non? oui, oui, tout à fait. On a Lex Luthor, on a effectivement, alors dans Gotham, ce sera plutôt Edward Nygma, ce sera plutôt le mystère, hein, le Riddler, comme on l'appelle aussi. Mais on a aussi quelqu'un comme Mr. Freeze, hein, le pédigré de Mr. Freeze avant son accident, il nous est quand même présenté comme titulaire de 2 prix Nobel, immense physicien spécialisé en cryogénie, etc. Poison Ivy, voilà, le docteur Pamela Haley, qui est spécialiste, hein, des plantes. On a énormément de personnages qui vont être présentés comme extrêmement intelligents, dotés ou non de pouvoirs surnaturels. Quand ils n'en ont pas, ça les rend d'autant plus redoutables, parce qu'on se dit, si Lex Luthor est capable d'affronter Superman, c'est qu'il a vraiment des capacités intellectuelles qui permettent de pallier l'écart de puissance physique. Et c'est ce qui est passionnant avec ce qui a été amené par la culture des comics à partir des années 80, c'est que bien sûr, ça nous a complètement décroché de la vision du génie historique. On est dans d'extrêmes fantaisies, on est dans des choses assez délirantes, mais ça a formidablement enrichi la façon dont on pouvait écrire les rôles de génie, dans la façon dont on pouvait aussi mener les castings. C'est-à-dire, on n'est pas toujours dans la figure de l'homme d'âge mûr, d'origine européenne, etc. On peut aussi aller chercher des profils très diversifiés. Ouais, parce que c'était très monolithique, hein. Vous avez cité les Ah ouais. noms au début de votre intervention. Vous disiez au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, les génies, c'était ouais, le capitaine Nemo, le docteur Frankenstein. Et puis c'est des gens qui sont marqués par un destin sublime et tragique, quoi, hein. Il n'y a pas de génie heureux. Alors, pas de génie heureux, ça c'est pas de génie très épanoui en couple, hein. Il y a aussi un rapport assez tendu au couple, à la sexualité, espèce de pur esprit, ou alors personnage très tourmenté, voire un peu pervers. Donc pour arriver à des figures de génie un peu équilibrées dans leur couple, il faut attendre les années 90, quasiment. C'est très 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 long. Et puis surtout, on a jusqu'aux années 1980 un physique de l'emploi qui est très prévisible, qui fait que les mêmes acteurs, hein, les Basil Rathbone, les Peter Cushing, etc., vont jouer successivement Sherlock Holmes, Victor Frankenstein. Enfin, ils sont quasiment interchangeables, monstrueusement doués, hein, bien entendu. Ça ne veut pas dire que c'est le seul physique qui intervient, mais c'est très difficile de jouer une figure de génie si on n'a pas si on n'est pas un homme, si on n'a pas plus de 45 ans, si on n'est pas d'origine européenne, si on n'a pas un visage en lame de couteau, etc. Si on n'a pas une calvitie en M, c'est un truc assez marrant aussi que j'ai remarqué dans les images, c'est-à-dire qu'ils ont peu de cheveux, ce qui est vraiment pas un souci pour moi, et ils ont cette calvitie en M. Alors, ça, Les... ça vient des vieux films de la Universal, hein, parce que c'est vrai que c'était un truc du maquilleur Jack Pierce, le gars qui a créé le maquillage de Boris Karloff, et tous ces maquillages de films d'horreur dans les années 30, ils faisaient je trouve ça a un nom en anglais, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, avec cette, ouais, le M, comme vous dites, la Le flèche M, ouais. à l'avant. Donc c'était très monolithique. Et puis à un moment, le verrou saute, quoi, hein, et c'est plus quoi dans les années. Parce que dans les années 80, des génies, des petits génies, il y en avait plein dans les séries télé, quoi. Il y avait. Ah. Alors le tournant, ce sont les années 80. Essentiellement pour 4 raisons. Je vais essayer de passer un peu vite parce que sinon ça va tourner au monologue. Mais la première raison, c'est bien entendu l'informatique. C'est-à-dire pour la première fois, on a une révolution techno qui arrive directement chez les gens. Et puisque c'est l'informatique domestique, hein, c'est l'informatique d'entreprise, etc. L'informatique ne démarre pas dans les années 80, mais c'est le moment où elle envahit les foyers. C'est la micro-informatique. Et c'est cette micro-informatique, voilà, qui va être immédiatement appropriée par des gens très jeunes, ce qui n'était pas le cas des révolutions techno antérieures, hein,
la figure du petit génie dans la vapeur ou dans l'électricité, c'est compliqué. Dans l'électronique et dans l'informatique, c'est immédiat. Et donc, ça va permettre de rajeunir le profil de ces personnages de génie. Et comme on les rajeunit, on va aussi diversifier les profils. On va avoir des génies d'autres origines qu'européennes. Je ne vous cache pas qu'au début, ils sont chinois et japonais. Hein. On est quand même dans les films des années 80 sur quelque chose d'hyper stéréotypé. C'est l'étudiant qui arrive du Japon, dans la fac californienne, etc. On va avoir enfin des filles, parce que c'était vraiment une absence totale. Et puis, on va avoir des morphologies différentes aussi. On peut avoir des gens qui sont gros, on peut avoir des gens qui n'ont pas nécessairement ce physique de l'emploi. Et à partir de ces années 80, donc, on va commencer à varier les stéréotypes. Deuxième chose qui survient dans les années 80, les grandes adaptations à succès des comics, dont les deux Superman de Richard Donner, donc, qui mettent en avant cette figure de l'exécuteur. Troisième phénomène. Gene Hackman. Exactement, Gene Hackman. Troisième phénomène, c'est le teen movie, c'est-à-dire que on voit arriver dans les années 80 des films hollywoodiens pour la plupart qui sont vraiment ciblés sur un public adolescent. Et dans ce public adolescent, il y a une culture geek qui est en train de monter, ce qui fait que le simple héros musculeux, le quarterback du lycée, etc., il va plutôt être présenté comme un bourrin rigolo, etc. Mais le héros auquel on va s'identifier, c'est plutôt le petit malin qui est en train de bidouiller avec de l'électronique. Hein. Si on pense au Goonies, par exemple, c'est typiquement le film assez emblématique de cette époque-là. Et cette culture geek, on la voit poindre à ce moment-là. On sait qu'elle va devenir dominante avec l'émergence des grandes sociétés de la tech. Si on revoit aujourd'hui la bande-annonce de The Big Bang Theory, c'est ne vous moquez pas des nerds, ce sont probablement vos futurs patrons. C'est-à-dire que ces figures de génie pointées comme voilà, vous l'avez. C'est cette citation de Bill Gates qui revendique complètement son origine, son appartenance à un milieu geek, à un milieu nerd, et qui va dire mais il y a un public et ce public va petit à petit monter en puissance, vieillir, gagner ses galons parmi les scénaristes, parmi les producteurs d'Hollywood, et donc imposer aussi toute une série de valeurs. Et puis le dernier élément qui fait basculer les choses dans les années 80, c'est Rain Man. C'est-à-dire là, c'est vraiment une œuvre archi singulière. Ce film que personne n'arrivait à faire. Hein. C'est-à-dire Barry Levinson récupère le script de Rain Man après qu'il ait été. Alors, il faut rappeler peut-être, Olivier, de quoi ça parle, Rain Man. Alors Rain Man, donc c'est l'histoire de deux frères, hein, incarnés donc respectivement par Tom Cruise et Dustin Hoffman, qui vont se rencontrer alors que tout les sépare, puisque l'un est un entrepreneur à succès, beau gosse, très dans les sbroufs, etc. Il est joué par Cruise, sans doute. Et l'autre, donc, c'est Dustin Hoffman, qui est dans un asile et qui est représenté comme autiste. C'est pas exactement le trouble dont souffrait le personnage réel qui a inspiré le film, mais ça va être donc la rencontre entre ces deux personnages-là, et à partir de l'évasion, parce qu'il y a une histoire d'héritage qui fait que les deux vont se retrouver donc sur la route à traverser tous les États-Unis, on va avoir une découverte sans équivalent auparavant hein, dans l'histoire du cinéma, d'une posture mentale, est-ce que c'est une maladie mentale? Certainement pas. En tout cas, d'un trouble mental associé à des capacités cognitives, des capacités de calcul notamment, simplement extraordinaires. Et ça va être les premières scènes qu'on a revues ensuite des dizaines de fois de personnages qui comptent les cartes à Las Vegas. Cette scène-là qu'on revoit maintenant à toutes les sauces. Las Vegas 21 a été un des films qui a le plus poussé là-dessus. Vous pouvez voir aussi The Card Counter en ce moment, donc qui est sorti tout récemment de Paul Schrader. On a construit vraiment ce personnage du joueur ultra focalisé
qui tue le jeu, qui ruine la banque, parce qu'il est largement supérieur aux autres joueurs autour de la table, et en même temps incapable de se préparer un petit déjeuner, incapable d'avoir une interaction ordinaire. Cette figure de Rain Man est aujourd'hui devenue une espèce d'étiquette qu'on va coller sur beaucoup de personnages de génie. On la trouve par exemple dans la série Bones. L'héroïne de Bones va être régulièrement comparée à Rain Man, à la fois pour son extraordinaire envergure intellectuelle, et puis pour ses nombreuses erreurs dans la vie sociale. Le film Rain Man, ça avait eu beaucoup, c'est 89, hein, ça avait eu beaucoup de succès. Dustin Hoffman a eu l'Oscar du meilleur acteur. Mais il y avait eu une forme de polémique ensuite, justement, sur la représentation de l'autisme. Oui. Oui, parce que, en fait, aujourd'hui, on parle de troubles du spectre autistique, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'autisme, c'est vraiment pas quelque chose de monolithique, et on a tendance, dans la façon dont les industries de loisirs se sont emparées de l'autisme ou de ce spectre effectivement plus large de troubles, on a tendance à ne s'intéresser en fait qu'à des profils ultra performants, en gros des autistes Asperger, hein, si je caricature, et à négliger beaucoup d'autres formes. Donc c'est assez normal que des personnes qui sont concernées de très près par ces questions d'autisme, ou des personnes qui sont dans le milieu autour, dans le soin, dans la prise en charge, soient choquées, ou en tout cas soient interpellées par la façon dont c'est traité en fiction. Alors, vous disiez tout à l'heure que Barry Levinson, le réalisateur de Rain Man, a écrit la préface de votre livre. Oui. Alors, comment on fait pour avoir... Plus beau jour de ma vie. Mais oui, mais c'est... Comment on fait, enfin, comment on contacte Barry Levinson? Comment vous l'aviez croisé par ailleurs sur un autre projet? Et quand même, il vit à Hollywood, j'imagine, non? Il vit à Los Angeles, au moins. Alors, Barry Levinson, c'est le directeur de la collection, donc c'est chez les éditions Georg, donc qui a fait la prise de contact. Donc c'est Alain Boya, donc mon collègue de l'université de Lausanne. Et en fait, Boya est un spécialiste du cinéma qui l'avait invité dans un festival, et avec qui ils avaient notamment parlé des questions de musique, de rythme, hein, dans Rain Man. C'est quelque chose de très important. Et ils avaient donc discuté de plein de points qui ont été repris dans cette préface. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on a fait ça à distance, hein, bien entendu. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer Levinson en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Mais ce qui est incroyable, c'est que il était encore en tournage. C'est quand même pas un jeune homme. Hein. Ouais. Il était à Budapest avec des journées de folie. Il a pris le temps de répondre aux questions que j'avais, d'accepter ensuite que on rédige ça sous la forme d'une préface. C'est-à-dire ce qui était une interview. On l'a en fait rédigé sous la forme d'une préface. Il a revalidé ça, etc. C'est-à-dire qu'il a consacré un temps incroyable, alors que c'est quelqu'un qui, par ailleurs, à chaque heure que passe Levinson sur un plateau, ça produit de la magie. Donc c'était limite culpabilisant qu'il fasse ça pour moi, alors qu'il pouvait faire le bonheur de millions de spectateurs dans le monde. Oui, parce que Levinson, il a signé quoi d'autre comme film? Il y avait, je crois qu'il y avait Toys avec Robin Williams. Oui, il a signé Good Morning Vietnam aussi, qui a été un de ses grands de ses grands succès. Plus récemment, il a signé The Wheel of Flies, donc sur Madoff. C'est-à-dire qu'il une capacité, il a fait se faire également. Enfin, il a été dans des domaines très différents, en commençant donc par sa ville de cœur, hein, à Baltimore, notamment les Tin Men, hein, les Filous, qui est une comédie extraordinaire. Et il a navigué tout le temps entre la science-fiction, la comédie, le polar. C'est vraiment un homme orchestre dans le cinéma hollywoodien, avec en même temps une signature, quoi.
c'est pas un tâcheron qui va sur n'importe quoi. C'est un véritable artiste dans le domaine de la réalisation. Alors, il y a Fantine la Misérable qui nous dit bonsoir et félicitations. Ben, on prend le félicitations, je ne sais pas pourquoi, mais on le prend, c'est gentil, et on dit bonsoir aussi. Plus de mots nous pose la question, vous pose la question, Olivier, est-ce que vous comptez définir surdoué au sens psychologique du terme et démonter le fantasme que l'on s'en fait? Je pense qu'il serait bon de rappeler que contrairement à ce que l'on voit dans la fiction, être surdoué n'est pas toujours un avantage et peut même être très contraignant. Alors, deux choses. Moi, mon travail, ça a été c'est toujours d'ailleurs, parce que je continue de travailler sur le sujet, d'explorer la représentation en fiction de cette intelligence extrême. Et dans de très nombreuses fictions, être surdoué n'est pas non plus un avantage. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vivent leur surcroît d'intelligence vis-à-vis de leur entourage comme un véritable calvaire. Donc, je le présente à plusieurs reprises et dans plusieurs sections du livre, parce qu'en fait, c'est un calvaire au niveau du quotidien au travail, sauf dans des structures qui acceptent une certaine neurodiversité, comme on dit aujourd'hui. C'est un calvaire dans une vie affective. Ça peut être également très compliqué dans la réception publique de travaux, quand on a donc des personnes qui sont dans une sphère de publication scientifique, par exemple. Et donc tous ces aspects-là font qu'on a des films effectivement qui sont dans l'extrême valorisation, dans une vision un peu gnangnan du surdoué qui réussit tout, mais dans la plupart des cas, on a une veine plutôt tragique ou une veine comique, mais qui se fait aux dépens du surdoué. Encore une fois, The Big Bang Theory, on peut s'étonner que ça ait duré 12 saisons. C'est fait par des gens très brillants, donc ça a un succès entièrement mérité. Mais quand même, 12 saisons sur 4 gars qui sont des scientifiques effectivement très très brillants, ça veut dire que ça a rencontré un public sur à la fois l'admiration qu'ils peuvent susciter, mais également cette moquerie dont ils sont sans arrêt victimes, à la fois dans leur fiction, dans leur quotidien, et puis à travers l'écran. On a beaucoup il y a deux publics en fait dans The Big Bang Theory. Il y a ceux qui rient avec les personnages parce qu'ils comprennent leurs blagues, leur culture, etc. Et ceux qui rient des personnages parce qu'ils les trouvent juste ridicules avec leur canapé, leur partie de Donjons et Dragons, leur défis intellectuels, tous plus bizarres les uns que les autres. Après, sur la volonté de définir surdoué au sens psychologique, je m'en garde très prudemment parce que c'est juste pas mon métier et que ce sera un peu une fraude intellectuelle d'arriver comme ça au bout de quelques années d'analyse de corpus fictionnel et d'expliquer aux gens ce que c'est que l'intelligence extrême dans la réalité. Déjà, je pars de l'idée que c'est pas une construction, qu'il y a vraiment des écarts d'intelligence mesurables, que peut-être que les mesurer tous avec un seul outil comme le QI est idiot parce que elle est nécessairement multiforme. Oui, ça c'est un point important, effectivement. Un seul axe, c'est un seul score. Il y a des fictions qui sont entièrement construites là-dessus. Dès qu'on s'intéresse effectivement à cette neurodiversité, à cette variation des formes de l'intelligence extrême, on a quelques doutes sur l'idée qu'il y aurait un seul axe. Et puis, il y a effectivement le fantasme qu'on s'en fait. Ça, c'est un terme dans la question de Plumeau qui est tout à fait juste. Moi, je décortique le fantasme, en fait. C'est-à-dire le fantasme hollywoodien, le fantasme tel qu'il va se retrouver également dans la fiction britannique, la quasi-absence de fantasme dans la fiction française. C'est-à-dire pourquoi, avec notre système hyper élitiste, avec notre histoire intellectuelle, etc., on n'a quasiment pas d'équivalent de grands biopics. Les Britanniques font des films sur Turing, sur Ramanujan. Nous, on a un film sur Marie Curie, qui est une production franco-polonaise, qui était un film tout à fait honorable, mais il n'y en a qu'un. C'est assez incroyable de voir que dans un pays qui est réputé, parfois stigmatisé pour son élitisme intellectuel,
quand on passe du côté de la fiction, on construit assez peu ces figures-là, alors que quasiment tout le monde le fait dans les autres cinématographies. On a de très bons exemples dans la fiction coréenne. Je les ai pas creusés parce que mon corpus était déjà énorme dans la fiction occidentale, mais on a des exemples assez fabuleux. Et je reviens donc sur la dernière remarque de Plumeau, définir l'intelligence est déjà un défi. Je me garde de la définir, c'est-à-dire je pars des caractérisations internes au film de l'intelligence. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un dans un film qui qualifie un autre de génie, ou quelqu'un qui est présenté immédiatement en disant nous recherchons ce criminel, il a un QI de 182, etc. Là, je commence à déployer toutes mes antennes et à me dire comment ce personnage est-il construit. Mais voilà, on est dans de l'écriture de scénario. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment des scénaristes qui, en 40 ans, sont pas devenus substantiellement plus intelligents qu'auparavant, sont amenés à dépeindre des personnages qui, eux, ont connu une inflation incroyable de leur QI en 40 ans. Alors, Olivier, vous faites une transition toute trouvée avec la question de Vandarion. Hein. Les surdoués atypiques en particulier font-ils de bons scénaristes? Alors, j'ai pas ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'on en a très peu qui sont amenés, par exemple, à raconter leur propre parcours. Bien entendu, pour être scénariste dans ces grandes industries de loisirs, il faut pas être complètement demeuré, on s'en doute, hein, mais des personnages qui vont vraiment créer un avant et un après dans l'histoire intellectuelle. Hein. Si je prends vraiment la définition un peu radicale du génie, voilà, Turing, quoi. Il y a un avant et un après Turing dans l'histoire des sciences et des mathématiques et de la technique. Cette figure-là, c'est pas ce qui va le mieux caractériser un grand scénariste. Mais est-ce que là, on ne peut pas citer le nom quand même d'Alan Moore, parce qu'on a eu une conversation préparatoire, évidemment, comme à chaque fois, Olivier Caïra, avant cette émission, et puis on a parlé des Watchmen et du personnage d'Ozymandias, qui est un génie lui-même dans les Watchmen. Alan Moore lui-même, avec la façon dont il a fécondé le genre du comics, il y a un avant et un après, quoi. Hein. Enfin, ça a complètement bouleversé la façon dont on fait de la bande dessinée, et notamment de la bande dessinée anglo-saxonne, avec les Watchmen. Mais juste à côté des Watchmen, il y avait V pour Vendetta, et puis, bon, les Watchmen, c'est le climax, mais il a une production qui fait qu'on a l'impression que là, on a vraiment une personnalité géniale. Oui, alors, on a bien entendu la figure du génie artistique est une figure qu'on va croiser à de nombreuses reprises et qui n'est pas nécessairement rattachée à la notion d'intelligence extrême. Ça va être plutôt une créativité, ça va être une capacité à bousculer les codes, à partir, à aller au bout de projets que tout le monde juge infaisables. Et c'est le cas d'Alan Moore, c'est le cas d'autres grandes figures en ce moment dans l'écriture de comics, souvent des Britanniques qui ont refécondé en fait la culture américaine. Je pense à Brian K. Vaughan, par exemple, qui a signé quasiment tous les gros cycles de comics indépendants ces dernières années, ou à Mark Millar. Et ça, ce sont, je dirais, des artistes qu'on peut effectivement qualifier de géniaux, mais dont on ne va pas nécessairement supposer qu'ils ont un QI ou d'autres formes d'intelligence mesurables, encore une fois, parce que le QI peut être largement remis en question. On peut très bien se dire, en fait, c'est une curiosité tous azimuts, c'est une absence de censure. C'est une façon aussi d'exploiter une imagination incroyable. Alan Moore, effectivement, je suis le premier à être séduit. C'est bien sûr le père d'Ozymandias dans les Watchmen, donc on peut se dire il y a un lien entre l'intelligence indéniable de Alan Moore en tant que scénariste et l'intelligence stratosphérique d'Ozymandias
dans les Watchmen. Mais je Même pense si les personnages se répondent pas, quoi, hein, parce que Ozymandias, ils lui ont donné la tête un peu de Redford, oui, alors qu'Alan Moore, que j'ai jamais rencontré, il donne plutôt dans le genre clochard cosmique. Hein. Enfin, c'est pas avec oui, sa oui. barbe. Donc je pense pas que Ozymandias soit le porte-parole de Moore dans les parce que souvent hein, quand on a un auteur qui veut s'incarner un petit peu dans une fiction, il se donne un porte-parole. Hein. Il va Ouais. avoir un personnage qui a un peu sa voix dans l'univers de fiction. Dans le cas de Moore, je pense pas que son principal porte-parole soit le personnage d'Ozymandias. On a l'impression que c'est plutôt Rorschach. Oui, c'est plutôt Rorschach qui va interpréter tous les tourments, notamment de Alan Moore. Ouais. Alors, il y a une question sur la façon dont vous avez travaillé, Olivier, pour écrire ce livre, et sur la question du corpus. Comment vous avez établi tout le corpus, visionnage des milliers de films? Bon, on imagine, on comprend bien, Olivier, que vous êtes amateur de cinéma Alors, depuis belle lurette. Donc, c'est un peu, j'ai l'impression que ce genre de livre, c'est peut-être le moment où on fige des années de connaissances, enfin, qu'on n'avait pas forcément constitué pour ça. ouais, il y a ça. Il y a aussi quelque chose qui est un peu plus trivial, mais qui a été très efficace. Ça a été les top 20, top 30, etc. de personnages géniaux dont j'avais aucune connaissance. Donc, aller chercher en fait sur Internet ces palmarès parce que ça traduit aussi quelque chose. Il y a une obsession de l'intelligence, il y a une passion pour ces personnages-là. Et si ce sont des rôles à Oscar, c'est pas juste parce qu'il y a des Dustin Hoffman, des Russell Crowe, etc., qui les incarnent. C'est aussi parce qu'on a une appétence pour des films qui vont nous emmener, ou des films ou des séries, bien entendu, qui vont nous emmener à proximité de ces figures-là. Donc, il y a ça dans la constitution du corpus. Il y a aussi la nécessité de suivre des carrières d'acteurs ou d'actrices. C'est bien sûr celui qu'on a sous les yeux depuis tout à l'heure, donc c'est Benedict Cumberbatch, hein, qui va jouer Turing, qui va jouer Sherlock, qui va jouer Doctor Strange, etc. C'est-à-dire qu'il va se retrouver un peu abonné, qui va jouer Khan dans Star Trek aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il va se retrouver abonné au profil de personnages super intelligents. C'est Asa Butterfield, hein, beaucoup plus jeune dans le paysage britannique, qui est également donc casté quasiment que sur des rôles de personnages surdoués. C'est cette gamine extraordinaire dont le nom m'échappe, qui a joué Mary hein, dans ce film récent, donc sur une petite fille donc qui va résoudre des équations incroyables du haut de ses 8 ans au MIT. Et donc il y a un intérêt à suivre comment, au fil des castings, on n'est plus simplement dans un physique de l'emploi comme c'était le cas jusqu'aux années 80, mais dans des acteurs ou des actrices qui vont être imprégnés par des rôles marquants. Je pense aussi à Summer Glau. Au départ, c'est une danseuse. Hein. Summer Glau, elle est modèle, elle est danseuse, etc. Elle est remarquée par Joss Whedon pour Firefly, et elle va être de nouveau dans une production importante de Joss Whedon, donc sur l'intelligence, qui va être donc Dollhouse, où elle joue donc le rôle de Bennett, hein, qui est l'un des génies majeurs de cette série. Et ça, c'est super important d'aller chercher une femme jeune, athlétique, splendide, pour dire ah, ça peut être aussi un génie. C'est-à-dire c'est pas nécessairement quelqu'un qu'on va camper comme ayant une vie affective problématique. Ça, c'est cette évolution dans la représentation que vous décriviez tout à l'heure. Mais alors, est-ce qu'on risque pas de voir le génie complètement se banaliser? Si. Et, dans certaines productions aujourd'hui,
Je les attends presque. C'est-à-dire que souvent ils arrivent en deuxième saison. C'est marrant, la première saison, on va au bout du pitch, on exploite, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une deuxième saison? Ça a bien marché. Et boum, on va balancer une figure de génie qui était pas nécessairement très attendue dans le. C'est typique, par exemple, dans Stranger Things, où voilà, vous regardez la première saison de Stranger Things, on a des personnages qui ont une certaine envergure intellectuelle, etc., mais il n'y en a pas spécialement qui vont se détacher. Et après, on va avoir vraiment, notamment la petite gamine de la saison 3, qui va être campée comme tout à fait surdouée. Et ça ne veut pas dire que le rôle n'a pas de fonction dans cette saison. Ça veut dire que c'est une manière de rebooster un concept qui risque de tourner un petit peu en rond dans la redite simplement de ce qui a été fait dans les premiers épisodes. Et puis, dans les comics, dans la mesure où ça a très bien marché avec Iron Man, ça a très bien marché avec Batman, enfin en gros dans les deux écuries principales, Marvel et DC, ce sont les personnages les plus brillants qui ont également déclenché, créé des communautés de fans qu'on n'attendait pas spécialement. Iron Man, avant la trilogie autour de Robert Downey Jr., c'est pas un super-héros majeur. Et les discussions qu'il a, notamment les discussions qu'il a avec Bruce Banner, hein, donc le personnage de Hulk dans les Avengers, cette espèce de morgue intellectuelle de Stark face à Banner, au contraire, qui est un génie très torturé, qui se pose plein de questions, etc. Ça a participé en partie, hein, bien entendu, on ne va pas mettre de côté le casting, les effets spéciaux, etc., mais ça a été une des clés du succès de l'univers Marvel. Avec, encore une fois, Joss Whedon derrière. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui sont obsédés par ça, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Je suis un gros fan des frères Cohen. On ne voit quasiment pas de figure de surdoué chez les frères Cohen. Ça ne les intéresse pas. Au contraire, on a plutôt des personnages un peu demeurés chez les frères Cohen. Pour que ça s'effondre, c'est mieux si les personnages sont un peu débiles. Abrams, Whedon vont quasiment pour mettre en place des figures de surdoués et vont avoir, même si Whedon a été éclaboussé par toute une série de révélations sur Buffy dont il faut tenir compte, la figure de Willow dans Buffy, c'est une des figures pivots dans la représentation de la femme géniale dans une série qui n'appelait pas nécessairement ça. C'est-à-dire mettre des gens derrière des ordinateurs, faire des calculs à toute vitesse, avoir des recherches d'une efficacité incroyable dans l'espionnage, dans de la science-fiction, ok, dans du fantastique contemporain comme Buffy. Est-ce que ça s'imposait? Non, on est sur une des marottes de Whedon, et on va retrouver ça dans toutes les séries qu'il va signer ensuite. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de Whedon? C'est vrai que j'avais lu qu'il était en difficulté pour telle ou telle raison que je n'ai pas comprise. En fait, il ne travaille plus. Enfin, quelle est sa situation? Non, c'est qu'il y a eu toute une série de témoignages des actrices principales et secondaires de Buffy Ouais. qui ont largement ébréché l'image d'Épinal de Buffy comme grande série féministe, avec notamment des propos. Alors c'est rapporté, hein, je n'ai pas creusé, mais une actrice qui annonce qu'elle est enceinte et Whedon qui dit mais tu vas le garder. Enfin, donc ça, c'est vrai que ça écorne énormément l'image de Whedon comme producteur qui a placé les personnages féminins systématiquement en pointe, qui a systématiquement cassé les journalistes qui l'interrogeaient là-dessus. Donc voilà, il y a eu toute une controverse autour de Whedon et de Buffy, dont je ne suis pas spécialiste, mais quand on regarde malgré tout... Ouais, parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de déconvenues aussi avec... c'est pas lui qui a fait la Justice League? Alors sur la Justice League, c'est Snyder. Oui, mais je crois que c'est pas lui qui l'a reprise, parce qu'il y avait une histoire. Snyder n'était pas arrivé au bout
bout du montage et le film était sorti au cinéma sous une première forme qui avait été remaniée, et je crois que c'est par Whedon. Et 1 ou 2 ans plus tard, le film est sorti sous un montage de Snyder sur Orange ou pas Orange, OCS ou HBO, enfin je sais pas. Non, ça vous dit rien? J'ai beaucoup de mal avec Snyder, donc. Bon, alors je m'en mêle peut-être les Mais pinceaux. ce serait à vérifier. Je pense qu'on va on va Si, nous il y a dire. Neroftel, je pense savoir qui se cache derrière cet habile pseudonyme, qui nous dit exact. Donc oui, Voilà, non, je on a crois des- que... Et le film Justice League, sous sa forme sortie au cinéma, je crois qu'il avait été très peu apprécié, mais c'était peut-être un effet collatéral de la polémique que vous décrivez. Alors Bombadil nous pose la question, est-ce que le terme génie est pertinent chez des personnes simplement bonnes dans leur domaine? Oui, c'est vrai. C'est vrai, Alors quand on oui. parle, les journalistes parlent volontiers de génie à propos de footballeurs, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas là un travers condamnable? Alors oui, deux choses. D'abord, c'est un terme très galvaudé. On l'utilise comme ça à l'oral. Quand j'écris, et notamment dans le livre, j'ai essayé d'aller chercher justement aussi des nuances dans le niveau d'excellence intellectuelle qui est rattaché à un personnage. C'est-à-dire qu'on a en fait des figures plutôt d'experts. Bien entendu, dans une série comme Les Experts, là, c'est direct, mais c'est de la traduction française, hein, puisqu'au départ, c'est CSI. Mais la figure de l'expert ou de la sommité, là, on est sur une excellence intellectuelle reconnue, mais qui serait encore substituable. C'est-à-dire qu'il suffirait d'aller chercher un autre avec un CV comparable et on aurait en gros la figure du très bon élève qu'on a tous croisé pendant notre scolarité ou qu'on a été pour certains. Donc ça, on est sur quelqu'un qui est effectivement bon dans son domaine et, qui a tracé une espèce de périmètre dans lequel tout le monde l'écoute. Ça va être notamment ces personnages qu'on fait intervenir beaucoup dans les films catastrophes, dans les films sur les projections climatiques, etc., juste pour établir un point, avoir un argument de crédibilité, mais qui vont pas être nécessairement des personnages centraux. Après, il y a la figure donc du prodige. Le prodige va être caractérisé en général par sa jeunesse ou par le fait que il vient d'un milieu où personne n'attend ça, ou encore par le fait qu'il est prodigieux malgré une maladie mentale, par exemple, très incapacitante. Je pense par exemple à cette série coréenne qui s'appelle Vagabond, où le personnage le plus brillant intellectuellement dans la façon dont ils se définissent les uns les autres est un garçon totalement enfermé dans un fast-food où il mange des ailes de poulet toute la journée, mais il est capable en même temps de hacker des services secrets à l'autre bout du monde. Donc, on va avoir souvent cette figure du prodige comme ça. Et puis, le génie, quand je l'utilise à l'écrit, là, c'est vrai que au fil de la discussion, on l'a utilisé un peu à toutes les sauces, c'est vraiment la personne qui laisse un avant et un après, et on est sur des génies intellectuels, on peut être sur des génies musicaux, on peut être sur des génies dans des domaines effectivement créatifs au sens large. Donc, on va faire plus attention quand on passe notamment à l'écriture scientifique aux termes qu'on est en train d'utiliser. C'est tout à fait juste. Alors, Olivier, est-ce qu'il y a un point commun entre vos deux activités d'écriture et d'explorateur de la question des génies et ce que vous faites dans l'univers du jeu de rôle? En partie, parce que le cerveau comme machine en tant que livre est né d'une commande d'articles au départ sur le jeu de rôle. On faisait des conférences à la convention donc Orchidée à Lausanne. Et Qu'est-ce que c'est cette convention, Olivier? une convention de jeux de rôle et de jeux de simulation au sens large, donc, qui est organisée par des gens passionnés et géniaux sur Lausanne, que je salue au passage. Et on avait un cycle de conférences entre de longues sessions de jeux, parce que quand je vais sur une convention de jeux de rôle, c'est pas pour rester loin des tables. Hein. Et donc, pendant une petite demi-heure, j'ai parlé de comment jouer des génies. Ce qui était au départ une question très pratique en jeu de rôle. Comment jouer des génies dans le cadre du jeu de rôle? Ah oui, parce que Comment là, incarner un personnage génial? c'est compliqué.
Parce que qui me dit, si je récupère un personnage qui est au top de l'intelligence par rapport au système de règles du jeu, que je suis capable d'incarner ça, avec ce Ouais. dont la nature m'a doté, quoi. La nature. Ouais. Et donc, c'était cette question-là. Et en fait, en creusant la façon dont on pouvait jouer des génies de façon assez crédible, je me suis aperçu que 90% de mes exemples étaient des exemples cinématographiques. Et donc, je me suis dit, mais il y a une matière de folie dans ce corpus que j'avais commencé à ce moment-là à défricher. Et après, dans le travail de scénariste, et notamment sur Batman, là, bah, sans déflorer mes scénarios, parce que ce serait gênant vis-à-vis du reste de l'équipe éditoriale, il y a beaucoup de manipulation intellectuelle de très haut niveau. On a là aussi le problème, quand on écrit du scénario de jeu de rôle, on peut créer des énigmes. En même temps, si ça fait bugger toute l'équipe autour de la table, parce on a posé une énigme trop complexe, ça va faire souci dans la soirée jeu. Donc, par exemple, on a une confrontation dans un de mes scénarios avec le fameux Riddler, avec Edward Nygma, et pour s'assurer que les personnages sont à sa hauteur, il leur pose une énigme. Et en fait, dans le scénario, je propose 3 niveaux de difficulté de l'énigme en disant au meneur de jeu, bon, bah, vous savez un peu qui vous avez en face. Si la première énigme, il vous la torche en 2 minutes, vous en sortez une deuxième, etc. En revanche, si la première énigme, ils sont bloqués pendant 3/4 d'heure, bon, bah, calmez-vous, faites-les souffrir un peu là-dessus, et puis ensuite faites avancer votre histoire. Parce que dans l'interactivité, on le voit bien dans les jeux vidéo, par exemple, on nous présente régulièrement des énigmes qui sont censées fermer un tombeau qui n'a pas été exploré pendant des siècles, etc. Et l'énigme est à la portée d'un enfant de 10 ans. Donc, c'est toujours compliqué d'avoir un défi intellectuel qui reste calibré par rapport au public réel qu'on a. Et ça, je pense que j'aurais pas eu cette réflexion-là sans avoir travaillé sur les 4 dernières années aussi sur la thématique des génies et des surdoués. Alors, il y a Nerovdel qui nous dit 1 heure de discussion et le génie d'Aladdin n'a toujours pas été cité. Will Smith est déçu. Il y a aussi le génie sans frotter, qui est une lessive Le génie sans bouillir. sans bouillir. Ouais. Ce qui est intéressant avec le jeu de rôle, je crois que vous me disiez ça aussi quand on en discutait, c'est que c'est une démarche très collective. C'est-à-dire que si tout le monde n'avance pas dans la même direction, en tout cas à la même vitesse, enfin, ou l'un et l'autre en même temps, je ne sais pas, la partie, elle ne peut pas se développer, quoi. Ce qui est un peu antinomique avec la figure du génie, parce que le génie, c'est celui qui sort du lot et qui trace presque sa route. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que dans les manières de jouer un génie, par exemple, je propose dans le petit texte que j'avais fait des courts-circuits, justement, pour montrer que ce personnage-là a été beaucoup plus vite, et ça suppose en général de tricher un petit peu, d'aller voir le meneur de jeu et de dire, bon, bah, là, tu vas me donner 2 indices, et puis ça va nous conduire au bon endroit pour scotcher les autres personnages, parce que dans une partie de jeu de rôle, une grande partie du plaisir est liée au fait qu'on patauge, qu'on n'est pas nécessairement tout de suite aussi rapide que Sherlock Holmes, qu'on n'a pas des capacités de déduction, d'élucidation aussi fortes. Et donc, quand on doit jouer un personnage qui est au-dessus du lot, il faut aussi, au-delà d'avoir un vocabulaire incompréhensible, au-delà de jouer sur les stéréotypes du surdoué irascible ou de la personne qui est un peu trop fragile émotionnellement, on va aussi essayer de montrer que parfois ça fait accélérer l'intrigue, ce qui se produit dans beaucoup de films, où d'un seul coup on amène le génie de l'informatique et le point sur lequel tout le monde galérait depuis 1 ou 2 ans va être résolu en 10 minutes. Typiquement, la dernière mouture des 4 Fantastiques, c'est ce qui se produit. On a des décalages temporels qui sont assez peu compatibles avec le rythme en général, très collectif, très participatif du jeu de rôle. Donc c'est vrai que c'est une figure qui a un peu du mal à trouver sa place, mais en même temps c'est passionnant. Si on fait du jeu de rôle, c'est aussi pour jouer des personnages qu'on n'est pas dans le quotidien. Donc il faut chercher des clés, pas pour en jouer dans chaque tablé, à chaque aventure, mais pour pouvoir s'ouvrir cette porte-là.
Parce que le jeu peut durer des heures et des heures, voire des jours et des jours, non? Exact. Donc on a là les tests par exemple sur la campagne de Batman que j'ai écrite. C'est une campagne en 5 épisodes. On est au minimum en 30 heures de jeu. Sur certaines tablées, ils ont terminé la campagne en 75 heures. Mais 75 heures, vous voulez dire Et- non-stop? Non, c'est pas possible. Non, non, des 75 heures. En plus, on était en plein confinement, donc en fait, c'était des heures sur Discord. On développait un jeu pendant une pandémie, c'est quand même, c'est quand même une aventure éditoriale Ouais. donc voilà, moi j'aurais aimé tester ça autour d'une table avec mes groupes habituels. On les a reconstitués sur Discord et puis on a réussi à se rapprocher de l'expérience ludique aussi parce qu'on se connaît depuis longtemps avec cette équipe-là, quoi. Mais typiquement, une partie, quand vous vous réunissez pour faire une partie de jeu de rôle, vous êtes parti pour combien de temps? 3 heures si on est vraiment fatigué, mais en général c'est 8 heures. C'est, C'est 8 heures, donc c'est toute la oui, nuit, quoi. oui, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le jeu de Mais au rôle, là, bout des 8 heures, c'est terminé ou au bout des 8 heures, vous gelez la scène, la scène de crime, vous la gelez pour pouvoir revenir dessus quelques temps plus tard? il y a deux manières en général d'interrompre une partie de jeu de rôle. Soit on l'interrompt dans un moment de tension narrative faible, c'est-à-dire voilà, vous allez vous coucher. Là, on sait que, ou alors on l'interrompt sur un cliffhanger, c'est-à-dire tout à coup la porte s'ouvre et vous voyez, bon bah on s'arrête. C'est une technique de bâtard, hein, mais c'est très efficace pour garder les gens en haleine jusqu'au jeudi prochain, quoi. D'accord. On a l'un et l'autre. Si on le fait tout le temps dans un sens ou dans l'autre, ça finit par être un peu attendu. D'accord. Alors, il y a Bombadel qui nous pose la question, qui vous pose la question, quelle est la représentation du génie qui vous a le plus convaincu? Alors, en corollaire, moi, la question que je voulais vous poser, justement, c'était est-ce que vous avez un petit préféré, quoi? Alors, C'est j'ai. pas la même chose, hein, entre Ah ouais. convaincu et préféré. Euh, je trouve que le plus convaincant, c'est Dev Patel dans le rôle de Ramanujan, effectivement, dans l'homme qui défiait l'infini. Ouais. Parce que il y a tout autour une représentation de ce que c'est que la recherche universitaire qui est d'une finesse incroyable et qui fait que la figure du génie qui est pourtant confronté aux plus grands esprits de son époque, il est face aux meilleurs mathématiciens du monde à ce moment-là, plus des philosophes qui ne sont pas que philosophes. Quand on a Bertrand Russell, c'est pas juste un philosophe, c'est également un garçon qui est en train de révolutionner la logique à ce moment-là et les représenter, eux, des mathématiciens comme Hardy, etc., comme étant complètement désarçonnés par ce type qui arrive d'un autre continent, mais littéralement d'une autre planète, c'est-à-dire qui voit ce qu'il fait d'un point de vue mathématique, alors que eux sont obligés d'écrire, de raisonner. C'est un des films les plus séduisants à ce titre-là. Après, on a des chouchous qui sont en général liés à des performances d'actrices ou d'acteurs. De ce point de vue-là, je trouve effectivement que Cumberbatch est génial, aussi bien en tant que génie détective quand il joue Sherlock, qu'en tant que Turing, alors que les postures, les jeux d'acteurs, etc., sont très différents. C'est-à-dire on pourrait se dire, bon, bah, il fait du Cumberbatch, mais en fait, non, il est brillantissime parce qu'il a travaillé à fond les deux rôles. Alors, vous pouvez nous dire, hein, les internautes, là, quels sont vos personnages que vous avez préférés, hein. Moi, je vais dire que c'est Peter Cushing en Dr. Frankenstein, hein, puisque vous l'avez cité Ah, tout à ouais, l'heure. Le génie est-il genré dans la fiction? Y a-t-il une évolution dans le temps? oui, alors, très grosse évolution dans le temps. Alors, je disais jusqu'aux années 1980, où sont les femmes? Enfin, il n'y en a pas. C'est abominable. C'est-à-dire que on va avoir uniquement des femmes d'eux ou des filles d'eux. Mais sinon, on n'a pas de personnages féminins réellement central dans cette représentation. C'est en train de bouger et ça reste, on est très loin de la parité naturellement,
et surtout dans le traitement qualitatif des personnages féminins, il y a encore, je dirais, beaucoup de boulot. D'abord, parce que les femmes qui sont présentées comme surdouées, géniales, etc., sont quand même souvent présentées en flashback avec un papa qui leur met le pied à l'étrier, qui leur donne par exemple la passion de l'astronomie. Et dans des films très variés, ça peut être le Disney à la recherche de demain, ça peut être Contact, le film de Zemkis avec Jodie Foster. C'est bien entendu présenté 2 fois dans le même film avec Interstellar de Christopher Nolan, puisque on a la fille du héros et la fille du professeur Brand qui sont toutes les deux donc présentées comme hyper brillantes. C'est grâce aux femmes que se fait la percée scientifique, mais dans les 2 cas, on a une figure du père comme entre guillemets accoucheur, enfin le terme est mauvais, en tout cas qui crée l'étincelle de départ. Et puis dans ce film extraordinaire qui est un de mes chouchous, qui est Agora donc de Ahmed Amar, donc ce film sur Hypatie d'Alexandrie et la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'est un péplum intellectuel passionnant, bourré d'action, de tension, etc. Et Rachel Weisz, donc qui joue Hypatie, est présentée comme une des femmes les plus libres de son époque, avec quand même son père, incarné par Michael Lonsdale, donc c'est un plaisir immense de revoir Lonsdale, qui est toujours dans cette figure de passeur. Et on a très peu finalement de figures d'intelligence spontanée, sorties littéralement de nulle part, dans les figures féminines. Et l'autre aspect, c'est la constitution du rôle féminin quand on a des couples de personnages surdoués, géniaux, brillants, etc., comme toujours un chouïa moins intéressant d'un point de vue narratif que Monsieur. C'est ce que j'appelais la surdouée d'appoint. C'est-à-dire qu'elle est parfois présentée comme tout aussi forte ou plus forte que c'est le personnage de Karen Knightley dans Imitation Game, qui arrive à dépasser Turing sur son jeu favori, qui est le jeu des mots croisés. Elle va plus vite que lui, elle est plus brillante que lui sur plein d'aspects, sauf que elle va bien. C'est-à-dire qu'elle est équilibrée, etc. Elle s'embrouille pas avec tous ses collègues, donc elle n'a pas le rôle central, alors qu'elle est tout aussi historique que Turing, alors qu'on insiste sur ses percées intellectuelles, mais ce sont souvent des gens un peu moins, des femmes qui sont un peu plus équilibrées, un peu moins colériques, un peu moins casse-pieds pour leur entourage. C'est le cas de Amy Farrah Fowler dans The Big Bang Theory. Elle est présentée comme bizarre, comme difficile à vivre, etc. Mais elle vit avec Sheldon Cooper, qui est le parangon du bizarre. Donc Amy est souvent présentée comme une espèce de rappel à la normalité sociale, à quand même comment vivent les gens normaux, et comment ce pauvre Sheldon est incapable de se comporter au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce petit décalage qui va finir par sauter. Il y a des œuvres avec une centralité de la femme dans la représentation de l'intelligence, typiquement Millennium, qui font qu'on est en train d'assister à ce changement, mais c'est lent. Et c'est intéressant de travailler cette question du genre. Là, j'ai travaillé, bien entendu, la question homme-femme. On pourrait chercher toutes les déclinaisons également sur la thématique des orientations sexuelles. Est-ce que vous avez exploré la question de l'intelligence artificielle ? Oui. L'intelligence artificielle, alors c'est passionnant parce que il y a d'une part la vieille thématique de Frankenstein, c'est-à-dire l'homme qui crée quelque chose qui lui échappe, une forme de vie qui lui échappe, sauf que la créature de Frankenstein est vivante, ça il le dit souvent, et surtout elle ressent des émotions, elle a des appétences, etc. Mais elle n'est pas spécialement présentée comme intelligence, elle a une vraie capacité d'apprentissage, mais sans plus.
Tandis que l'intelligence artificielle, c'est la créature de Frankenstein plus Moriarty. C'est-à-dire c'est la rencontre, si vous voulez, du mythe de Frankenstein et du duel intellectuel entre Sherlock et Moriarty. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va affronter, prendre le pas dans beaucoup de scénarios, dans Transcendance, dans Ex Machina, etc. On a toutes sortes d'exemples. Et puis, bien entendu, toute la traduction issue des comics, hein, Ultron, il y a énormément de figures comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que les figures de génie sont en général montrées comme des inverseurs sociaux, c'est-à-dire l'enfant qui renvoie les adultes à leur faible envergure intellectuelle, le personnage qui est dans un fauteuil roulant qui renvoie les valides à leur faible capacité d'action parce qu'en fait, lui est capable de modifier son environnement, etc. Et le côté inverseur, ce sont des machines qui veulent devenir humaines. L'une des obsessions des machines, des intelligences artificielles dans la fiction, c'est de ressembler aux humains. Est-ce que les vraies intelligences artificielles ont ou auront cette appétence-là? J'en sais rien du tout, mais dans la fiction, c'est un thème très fréquent. Et par ailleurs, beaucoup de génies informaticiens ou simplement logiciens se contenteraient bien d'être des machines. Spock, par définition, est très à l'aise avec ça, hein, dans ce fameux épisode dans la première série Star Trek, où on lui retire son cerveau et on le met sous une cloche. Ça lui va très bien, Spock, il n'est pas du tout gêné d'être privé de son corps. Ah, je ne connaissais pas cette histoire. Il y a un épisode où on met le cerveau de Spock sous une cloche. Oui, et ça le gêne beaucoup que le reste de l'Enterprise risque sa vie pour aller le sauver, parce que lui, il n'est pas du tout gêné par ce nouveau réceptacle. C'est un petit peu comme les personnages dans Futurama, la série de Matt Groening aussi, non, les têtes coupées là, qui flottent dans un bain pas très bien identifié. Alors, ce qui est marrant, c'est que le cerveau est César dans la planète des singes, oui, tout à fait, hein, je vois la remarque. Les animaux, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'intelligence n'est pas nécessairement une caractéristique humaine, et donc on peut jouer dans ces représentations des intelligences extrêmes, dans une confrontation entre le scientifique et sa créature parce que c'est une IA, sa créature parce que c'est un singe, donc César, effectivement, face au personnage joué par James Franco. On peut aussi avoir des rivalités avec des figures d'extraterrestres, c'est-à-dire que l'intelligence est un outil de comparaison dans lequel les humains ne sont qu'une des instances possibles de ce qu'il y a à comparer. Et parfois, on a dans Ex Machina, par exemple, sans trop déflorer le film, mais on a un diagnostic très pessimiste sur l'humanité, en disant, bah oui, on est en train de créer des IA, mais voilà, un jour, elles nous regarderont comme on regarde Néandertal. Je ne sais plus si la référence qui est donnée par le personnage d'Oscar Isaac, c'est Néandertal ou les dinosaures. Enfin, en gros, les IA nous regarderont comme une espèce disparue, même si elles savent que nous les créons. Alors, il y a Vandarion qui cite sans doute la plus belle incarnation de l'IA quand même au cinéma, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. L'IA HAL, s'appelle HAL 9000, n'a pas vraiment de sentiments, mais un ego qui lui interdit d'admettre son imperfection. Vous voyez, est-ce qu'on peut dire qu'il devient fou dans le film? Oui. Et puis je vois l'autre remarque sur Spock, les évolutions de Spock au fil des saisons de Star Trek et des adaptations également grand écran, ça mériterait un ouvrage entier. C'est-à-dire que, en fait, quand on tire le fil de l'intelligence, ensuite on meurt d'envie de faire plein de monographies. 2001 est un cas génial aussi parce que c'est une figure criminelle. C'est-à-dire que cette image de l'esprit pur qui a une capacité de projection sur l'ensemble de l'environnement des autres, il est reclus, c'est juste un œil, etc. Mais il est tout aussi nocif que Hannibal Lecter, dont on n'a pas parlé, mais qui est bien entendu une figure clé de mon corpus, du fond de sa prison. Et donc,
HAL 9000, c'est effectivement une construction psychologique incroyable parce qu'il y a plusieurs étapes dans le moment où Dave Bowman, désolé pour les gens qui ne l'ont pas vu, Au va... bout de 40 ans, il y a prescription pour les spoilers, là. 50 ans même, je sais plus. Comment je vous ai pas entendu. J'ai dit, le film étant sorti en 68, il y a prescription pour les spoilers, vous pouvez y aller quand même. Et je regarde juste la dernière question. Là. Le génie est-il toujours singulier, jamais un génie collectif? Si, c'est ce qui est très intéressant aussi. C'est la construction, alors notamment dans les séries, parce que ça s'y prête très très bien, de figures en fait de cerveau commun. Ça se voit dans une série dont on a pas parlé, qui est Esprit criminel, où en fait une grosse partie des phases de déduction sont réécrites ou écrites dans un premier jeu, je ne sais pas comment les scénaristes ont travaillé, pour que tout le monde parle, tout le monde ait sa petite contribution à l'élucidation du mystère, alors que parfois c'est complètement bizarre dans l'épisode, mais il faut faire parler cette équipe comme s'ils étaient quasiment en télépathie. Autre exemple, le frère et la sœur dans la série Code Frankenstein, qui sont donc deux génies et qui ont, comme beaucoup de jumeaux, créé leur petit langage, donc un twin speak, qui est assez fréquemment observé chez des jumeaux, et qui par ailleurs complètent leurs phrases. C'est-à-dire qu'on a très souvent ce phénomène-là pour montrer des parentés intellectuelles, et c'est d'autant plus fort quand ce sont des personnages qui se rencontrent. On a dans un épisode de la série Gotham une énigme qui est posée par Edward Nygma, et arrive un gars que personne ne connaît en fait dans le commissariat, qui trouve la solution tout de suite, et c'est Lucius Fox, génie par excellence du bien, donc dans la construction de l'univers de Batman, puisque c'est l'homme de confiance de Bruce Wayne, donc chez Wayne Industries, et c'est le créateur dans la trilogie Nolan, c'est le créateur de quasiment tous les gadgets. C'est un personnage d'ailleurs qui a été créé pour la trilogie Nolan, non? Lucius Fox, il existe dans les comics? Fox, je crois qu'il a une antériorité, ce sera à vérifier. Alors, je vous ai interrompu quand vous parliez de HAL 9000, parce que vous disiez il y a une gradation dans son arrivée à la folie. Bah, oui, parce qu'en fait, plus on le déconnecte, plus il régresse. Et c'est très intéressant, en fait, de voir des personnages, en chair et en os ou en IA, perdre une partie de leurs moyens. C'est un thème qu'on voit assez peu, mais qui est, par exemple, déployé dans Proof, ce film mathématique. Alors, très étonnant, avec Anthony Hopkins, Jake Gyllenhaal et Gwyneth Paltrow. Anthony Hopkins joue un vieux mathématicien qui est en train de perdre la tête. En tout cas, il perd une partie de ses moyens. Et sa fille est en train d'examiner, donc avec l'aide d'un étudiant, ses écrits mathématiques, et on cherche à savoir, s'il y a une percée mathématique dans ses travaux, et deux, si c'est lui ou sa fille responsable. Et vous voyez, on a quand même 3 stars qui sont alignées dans ce film-là, qui est une énigme mathématique quasiment à huis clos, et ça marche. Ça veut dire qu'il y a eu une conversion d'une partie d'Hollywood. Je ne dis pas que tout le monde est parti sur mon sujet, hein, mais en tout cas qu'il y a de la part des producteurs aujourd'hui une volonté d'entrer dans des intrigues intellectuelles, dans des intrigues où on n'a plus peur de parler de maths, où on n'a plus peur de montrer des personnages devant un tableau noir, de les montrer en train d'écrire sur des vitres. Les génies passent leur temps à écrire sur les vitres, à écrire sur les miroirs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Parce que voilà, on a eu les frères Scott, par exemple, qui ont produit une série comme Numbers, et personne n'imaginait que ça allait marcher. Une série
avec un mathématicien qui aide son frangin au FBI. 15 ans plus tôt, tout le monde aurait refusé de produire un projet de ce type-là. Et là, c'est Ridley et Tony Scott qui arrivent avec ce projet, et ça va donner, je crois, 5 saisons, Numbers. Donc il y a eu ce succès un peu surprise de ces films, de ces séries, avec aujourd'hui une évidence. Mais voilà, quand Rain Man sort, quand Un homme d'exception décroche l'Oscar du meilleur film, tout le monde est étonné du fait qu'on puisse attraper des Oscars avec un prix Nobel d'économie. Alors, Olivier, tous ces personnages, on peut les retrouver dans votre livre Le cerveau comme machine, chez Gorg Éditeur, c'est sorti en 2020, et qui porte sur la représentation des génies et des surdoués au cinéma ou dans les séries. J'invite les internautes à aller consulter ce livre pour prolonger un petit peu l'exploration. Merci Olivier, on est arrivé au bout de cette heure et demie de Twitch. Alors, certains d'entre vous sont déjà partis. Il y a Brucy qui vient d'arriver, qui dit pourquoi parler de ce sujet avec du fictif au lieu d'en parler réellement et concrètement. C'était l'angle d'attaque, c'était l'angle, la fiction, la représentation du génie dans la fiction, et on a fait ça parce que c'était la semaine du cerveau, en tout cas à l'occasion de la semaine du cerveau. Mais on aura l'occasion de revenir sur la question de notre encéphale sous des angles plus scientifico-scientifiques. Rassurez-vous là-dessus. Merci beaucoup Olivier. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université Paris-Saclay. L'intégralité de ce Twitch sera rediffusée sur le site web de Science et Avenir. Et on se quitte sur le mot de Bombadil qui nous dit merci les Olivier. Eh bien, merci les internautes. Au revoir Olivier Caïra. Merci et bonne soirée à tous. Au revoir. À la prochaine. Salut.